Bonsoir à tous. Avec sa biodiversité remarquable et son taux d'endémisme exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie attire des scientifiques du monde entier. Explorant à la fois le monde animal et végétal, que ce soit sous la surface du lagon ou au milieu de la chaîne centrale, ces derniers ne font que poursuivre des recherches entamées par d'autres à la fin du XVIIIe siècle. En effet, à bord de voiliers, les explorateurs sillonnaient à l'époque les mers du Sud. Ils étaient pour la plupart du temps des cartographes, des astronomes, mais aussi des naturalistes dont la mission était d'établir des inventaires faunistiques et floristiques des terres sur lesquelles ces expéditions s'aventuraient. C'est cette histoire que je vais vous raconter, une histoire qui nous ramène 2 siècles en arrière, voire encore plus, car ces explorateurs n'étaient souvent pas les premiers à fouler de leurs pas une terre qu'ils croyaient vierge de tout apport extérieur. À partir de 1200 ans environ avant Jésus-Christ ou avant notre ère, arrivent les premiers zones qu'on a appelés les Austronésiens et qui sont les ancêtres des Kanaks aujourd'hui. Ces Austronésiens sont arrivés par petites vagues qui amenaient des petites populations qui sont rentrées dans le lagon par les passes, sont allées s'installer aux estuaires des rivières calédoniennes et ont commencé l'agriculture. La grande invention qui va permettre le déplacement des hommes, c'est les pirogues à double coque. C'est-à-dire que c'est des pirogues qui vont être bien à 3 mètres au niveau de la mer. Ce sont des pirogues immenses et qui vont permettre d'avoir toute une faune et une flore à l'intérieur et qui vont permettre que quand les gens vont arriver, ils ont déjà des provisions et de quoi se nourrir et manger. Ils apportaient avec eux, bien sûr, des plantes qu'il fallait planter pour se nourrir. En particulier, c'est le cas de la patate douce. Dans tout le Pacifique, c'est kumara. C'est un mot qu'on retrouve même en Amérique du Sud, hein, le mot kamara, kumara, kumiri, kumere. Les ancêtres des Kanaks sont venus avec des plantes qui leur étaient utiles. Qu'est-ce qu'on entend par utile? On pense bien entendu à alimentaire, mais on pense aussi à médicinal. Colorants, fibres, plantes magiques. Toutes ces plantes-là, elles étaient transportées d'île en île. Elles étaient sous forme de rhizomes. Je prends l'exemple du curcuma, par exemple, ce qu'on appelle ici le safran de montagne. La plupart du temps, c'était des graines, mais ça pouvait être aussi des boutures qui tiennent le coup pendant assez longtemps. C'était des parties de plantes qui étaient susceptibles de pouvoir être germées ou bouturées plus loin. Bon, forcément, il y avait de la casse, hein, mais malgré tout, on peut estimer localement le nombre de plantes qui ont été apportées avant les Européens pas plusieurs centaines, sûrement pas, mais pas loin d'une centaine quand même. Bien entendu, ils ont amené avec eux, dans leur pirogue, des plantes alimentaires, et on pense en particulier aux 2 plantes symboliques que sont le taro et l'igname. Mais ils ont amené aussi la canne à sucre, ils ont amené aussi le cocotier, ils ont amené un certain nombre de plantes qui leur a permis de développer leur propre okoumène, c'est-à-dire leur propre mode de vie en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a des espèces qui étaient déjà là, comme une espèce de canne à sucre. Puisqu'il faut savoir que la canne à sucre, on en trouve en Mélanésie dès les temps des origines. Mais il y a également certaines ignames qu'on appelle les ignames sauvages. En pays djiou, c'est les alous qui vont être utilisés pendant les temps de famine, où on ne va pas prendre des ignames nobles, mais on va prendre ces ignames sauvages. Jadis, les gens donc, sont venus d'ouest en est et ils faisaient des sauts de puce. Donc ils s'installaient, ils arrivaient dans une île qu'ils ne connaissaient pas, ils s'installaient, ils commençaient à faire des cultures, la démographie prenait de l'ampleur, et lorsqu'il y avait trop de gens par rapport au foncier disponible, ils décidaient un peu à la manière des abeilles, d'essaimer. Donc il y a une partie qui restait, et puis d'autres qui décidaient de partir à l'aventure plus loin. Donc ils construisaient de nouvelles embarcations, et prenaient avec eux les plantes utiles,
et en avant la musique, ils continuaient plus loin vers l'est. Et c'est comme ça que c'est. Mais ça s'est échelonné sur des milliers d'années. Lorsque les Européens ont commencé à parcourir le monde, c'est d'abord les Espagnols et les Portugais qui étaient deux petits pays, mais c'était des puissances maritimes formidables. Et c'est eux qui sont venus d'abord dans le Pacifique. Mais ensuite, il y a eu les Hollandais qui ont découvert beaucoup de choses, bien sûr, en particulier l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, les Anglais. Les Anglais, ça a été des grands navigateurs, des explorateurs. Le Royaume-Uni, c'est une grande île, hein, et donc c'est des gens qui ont l'habitude de naviguer partout. Puis les Français aussi sont venus. On connaît les grandes explorations qui avaient été ordonnées par Louis XVI, par exemple en France, avec les expéditions La Pérouse. Et on sait qu'à l'époque, c'était vraiment revenir avec des nouveautés botaniques, des nouveautés faunistiques, apportant aussi bien quelque chose d'économique et de sociétal à l'ensemble de l'humanité, en fait. La Calédonie n'était pas sur les chemins, sur les routes de grande navigation, parce que les gens passaient soit au nord, ou soit au sud. Et passaient au sud de l'Australie ou au nord de l'Australie par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il y avait des courants importants, des vents importants. Tout à fait au sud, c'est les 40e rugissants. Ça permettait à ces grands voiliers de naviguer sans problème. Mais la Calédonie a été une des dernières îles découvertes, par hasard même, puisque lorsque James Cook l'a découvert le 4 septembre 1774, il était au Vanuatu, il est tout à fait au nord, il était à l'île Espiritu Santo. Et en quittant Santo pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, il était obligé de tomber sur la Nouvelle-Calédonie. Mais la Pérouse, on n'a pas de suite. On sait que quand il a quitté Botany Bay, il devait venir en Nouvelle-Calédonie. Et là, il avait une forte équipe de scientifiques avec lui. Mais comme tout le monde a disparu au naufrage de Vanikoro, on n'a absolument rien concernant la Nouvelle-Calédonie. Il y avait des scientifiques, ils ont dû récolter beaucoup de choses, ils ont dû donner des tas de noms, ils ont dû beaucoup de choses. Ils devaient explorer la côte ouest, puisque Cook avait exploré la côte est. Donc ils ont dû ramasser, ils ont dû donner des tas de noms, mais on n'a rien provenant d'eux. À bord du bateau, il y avait toujours des médecins, un médecin, un chirurgien de la marine, et en même temps, il était naturaliste, parce que ces médecins de la marine, à l'époque, soignaient par les plantes en particulier. Il n'y avait pas toute la chimie actuelle, donc ils connaissaient bien les plantes, en particulier les plantes médicinales, mais ils étaient botanistes aussi, et ils ramassaient beaucoup de plantes. Et puis ils étaient aussi un peu zoologistes, ils connaissaient les animaux, ils ramassaient des coquillages, tout ça. Donc à bord des bateaux, on trouvait toujours ces personnages. Et avec Cook, il y avait Reynolds et George Foster, qui étaient des naturalistes. Ce sont les premiers qui sont venus en Nouvelle-Calédonie. Ils étaient d'origine allemande, mais ils habitaient l'Angleterre. Et c'est les premiers qui ont vu cette végétation calédonienne. Mais comme ils restaient à balade, et ils ont vu cette zone seulement. Et ils ont ramassé quelques plantes. Il faut rappeler que le rôle donc, des naturalistes ou des botanistes était de faire l'inventaire des espèces végétales et pour cela de constituer des herbiers qui permettaient justement d'avoir la preuve ici de ces nouvelles espèces. Ils observaient, ils décrivaient et ils collectaient. Donc ils collectaient des échantillons. Avant d'entrer dans les détails, on décrit la plante. S'il s'agit d'un arbre, est-ce qu'il sa hauteur, sa largeur, est-ce qu'il a un port ramassé,
Est-ce qu'il a une voûte plutôt sombre ou claire? Ensuite, progressivement, on arrive dans les détails. Est-ce que les feuilles sont opposées 2 à 2? Est-ce qu'elles sont au contraire alternes? Est-ce qu'elles sont verticillées? Est-ce que les feuilles sont dures, coriaces ou plutôt molles? Etc. Donc on peut remplir des pages comme ça. C'est ça une description. Pour la connaissance de la flore, il faut des échantillons. Un échantillon botanique, c'est un rameau avec fleurs ou fruits, de préférence, parfois les deux à la fois, parce qu'en milieu tropical, on a souvent les deux à la fois. Mais il faut éviter de prendre un rameau où on n'a que des feuilles. Ils essayaient d'avoir des plantes en fleurs, parce que les naturalistes travaillent toujours avec les fleurs, pratiquement. Et parfois, ça dépend de l'époque de l'année où ils arrivaient. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a énormément de fleurs en octobre et novembre. C'est ce qu'on appelle le printemps. Ici, c'est la fin de l'hiver et tout se met en fleurs. Maintenant, on voit des fleurs, bien sûr, un peu partout autour de nous, mais c'est des plantes qui ont été introduites. Mais à l'époque, on ne voyait pas toutes ces fleurs autour d'eux. Et souvent, quand c'était des fleurs au sommet des arbres, souvent, quand c'est des arbres, ils pouvaient essayer de grimper dans les arbres. Si ce n'était pas des arbres énormes comme je sais pas, les houppes ou des choses comme ça, ils pouvaient grimper dans les arbres ou demander à des jeunes qui les accompagnaient. En Calédonie, il y avait beaucoup de jeunes Kanaks qui les accompagnaient, qui les suivaient d'ailleurs, puis ils se demandaient qu'est-ce qu'ils font ces blancs là, aller là-bas, ramasser des arbres, ramasser des feuilles, ils disent peut-être que c'est des sorciers. Cet échantillon, il sera séché, il sera étiqueté et il sera classé dans un herbier. Un herbier, c'est une vaste collection des échantillons qui ont été collectés par les uns et les autres. Non seulement ils prenaient des plantes, des échantillons qui étaient destinés à être séchés, mais aussi ils prenaient des plantes vivantes. Donc ils conservaient dans des sortes de cages, en prenant grand soin. Ces plantes vivantes étaient destinées à enrichir les serres des jardins du roi en France, en Angleterre, à Kew, etc. Ensuite, on avait des dessinateurs qui dessinaient finement à la fois les feuilles, les fruits, les fleurs de ces différents végétaux, que ce soit des arbres, que ce soit des buissons, que ce soit des herbes. Souvent, les botanistes de la première époque étaient des gens très doués en dessin, en gravure, et ils dessinaient des échantillons dans des conditions très difficiles. Ce qui est très important lorsqu'on parle des botanistes, c'est aussi l'accumulation. Je veux dire, l'intérêt de cette profession, c'est d'avoir les herbiers faits par les prédécesseurs et de constituer toujours de nouveaux herbiers, toujours plus complets. Et bien entendu, à la fois trouver des espèces nouvelles, mais aussi à certains moments voir que des espèces soit disparaissent, soit sont très rares et qu'il faut les protéger. Donc il y a eu effectivement un engouement pour tous ces herbiers qui se constituaient, qui étaient envoyés dans la vieille Europe et qui étaient étudiés et comparés évidemment avec la végétation des pays tempérés. Alors après la période de la découverte mutuelle, on a une espèce de gap, une espèce de période où il n'y a pas de recherche parce que les aventuriers, que ce soit des santaliers, que ce soit des biches-combeurs, que ce soit des baleiniers, ne s'intéressent absolument pas, je dirais, à la faune et à la flore locale. Il faut attendre qu'on commence à avoir les premiers érudits. Et on pense en particulier aux missionnaires, qu'ils soient catholiques ou protestants, qui avaient un intérêt pour comprendre l'autre, l'homme kanak, mais aussi comprendre la faune et la flore de Nouvelle-Calédonie. Le plus connu, c'est le père Xavier Montrousier. Le père Montrousier était un missionnaire mariste qui a donc été envoyé par cette congrégation pour amener l'évangile dans la région. Et il a d'ailleurs démarré par les îles Salomon, où il était à Woodlark, dans l'île de Mouéou.
Et c'est là où il a commencé son travail de missionnaire sur les Salomon, dans la région en tout cas. C'est vraiment l'arrivée du père Monrouzier en poste à plein temps sur le territoire qui a permis de vraiment donner un gros essor au développement des connaissances sur la faune et la flore de Nouvelle-Calédonie. Le père Monrouzier, qui est un personnage assez époustouflant puisqu'il était complètement polyvalent. Il était aussi doué pour les coquillages, pour les papillons. D'ailleurs, il y a le fameux papillon bleu qui a été dédié au père Monrouzier, qui s'appelle le papillon Monrouzieri. Il était également très compétent pour tout ce qui est oiseaux, et puis bien sûr pour les plantes. Les religieux, c'est des lettrés, c'est des latinistes. Donc ça tombe bien parce qu'en botanique, on manipulait le latin à cette époque-là. Et c'est des gens qui sont pointilleux, qui sont observateurs. Et puis bon, ça va dans le sens de la religion, c'est la création de Dieu, donc les oiseaux, les plantes, la nature. Quand on s'intéresse à la nature en général, on honore la création, les créatures de Dieu. Comme c'était des missionnaires, ils devaient avoir... ils allaient partir, donc isolés. Ils devaient connaître énormément de choses. Donc on leur faisait apprendre les plantes, les animaux. Monrouzier, c'est particulier, lui, parce que Monrouzier ne voulait pas être... Au départ, il voulait faire des études de sciences. Et sa vocation comme missionnaire est arrivée un peu plus tard. Et il avait une formation de médecin et de naturaliste. C'est pour ça que lorsqu'il est parti, on s'est dit c'est formidable, il va arriver dans un pays, il va pouvoir découvrir les choses, il va pouvoir découvrir les plantes, les animaux, et c'est ce qu'il a fait. On l'envoyait comme ça un petit peu dans des coins pratiquement inconnus, et c'est lui qui est à l'origine de la mission de Bélep. C'est lui qui a créé l'église de Wahala. On sait par exemple aussi qu'il est passé par Canala, parce qu'il a décrit des insectes du mont Canala, et à l'époque c'était à la marche, c'était pas forcément à dos de cheval, etc. Donc il a vraiment marché dans beaucoup d'endroits en Calédonie. Il y avait un côté exaltant, mais il y avait aussi un côté dangereux, propre à l'aventure. Ces missionnaires, de toute façon, c'était un don de soi. Ils savaient que quand ils partaient dans ces pays complètement inconnus, ils pouvaient mourir, ils pouvaient être massacrés, ils pouvaient avoir des accidents, ils allaient dans des terres inconnues pratiquement, mais ils partaient pour ne plus jamais revenir pratiquement. Souvent, je me fais la réflexion parce que c'est extraordinaire. Enfin, ils ont dû arriver dans un pays qui était en fait très peu, touché par les espèces envahissantes, les feux, etc. Donc un pays relativement vierge, même s'il y avait eu déjà des disparitions. Il y a eu des disparitions significatives de grosses bêtes comme des oiseaux, etc., comme on connaît le Sylviornis, etc. Mais tout ce qui touchait pratiquement était inconnu en termes scientifiques. Donc dès qu'ils trouvaient une espèce, c'était une espèce à décrire et bien sûr à faire connaître à l'ensemble de la communauté scientifique. Les travaux de Monrouzier en particulier et d'autres, il y en a beaucoup qui sont toujours valides et en cours aujourd'hui. Les autres, on va dire que les autres maristes ou les autres missionnaires étaient sur d'autres sujets, on va dire. Lui est vraiment parti sur ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque la biodiversité, mais lui était vraiment, on va dire, en avance, parce que bien sûr il avait son travail de missionnaire, mais il arrivait à aussi utiliser son temps sur le développement des connaissances de la biodiversité. Parmi les botanistes qui ont également étudié la flore de la Nouvelle-Calédonie se trouve Benjamin Balança,
Présent sur le territoire de 1868 à 1872, il va participer à l'inventaire en herborisant, mais il va surtout diriger le jardin d'acclimatation créé sur l'emplacement du jardin dit Tisbé à Nouméa. Très à la mode, on trouve alors ces jardins dans toutes les colonies des grandes puissances européennes, qu'elles soient hollandaises, anglaises ou françaises. Le but étant d'y exposer non seulement des espèces endémiques, mais aussi d'y acclimater, d'où le nom jardin d'acclimatation, donc d'y acclimater des espèces venant de l'extérieur. Cela pour exploiter non seulement leur utilité culinaire, mais aussi ornementale. Cette pratique va ainsi participer à l'augmentation de l'introduction d'espèces végétales étrangères, une pratique qui connaît donc son apogée à l'époque coloniale. Lorsqu'on parle de l'introduction d'espèces en Nouvelle-Calédonie à l'époque coloniale, il y a quelques espèces qui sont un peu symboliques de ces évolutions. On pense en particulier au merle des Moluques, qui a donné souvent son surnom de patte jaune au bourrailler. Le merle des Moluques a certainement été conseillé par le révérend père Monrouzier pour lutter, c'était vraiment les prémices de la lutte biologique, pour lutter contre les invasions de criquets qu'on pouvait avoir à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout ce genre de pullulation de criquets qui était assez grave sur les plantations de l'époque. Il faut bien se remettre dans l'époque où il n'y avait pas de bateaux qui arrivaient de Sydney ou de Nouvelle-Zélande tous les jours. Donc on mangeait tout ce qui était produit localement. Donc effectivement, les ravageurs de l'époque qui étaient importants comme les criquets pouvaient mettre à néant une production et donc l'alimentation qu'il y avait derrière grâce à ça. Ces merles des Moluques venaient pas des Moluques, mais il y a ces merles on en trouve énormément aussi à La Réunion. Mais à chaque fois, on introduisait sciemment. On ne savait pas très bien, mais à la suite, on s'est aperçu que quand on introduisait une nouvelle espèce dans une île en particulier, il pouvait y avoir des problèmes. On a introduit en Nouvelle-Calédonie le lantana. Le lantana, en Europe, c'est des petites bordures dans le jardin. À Nice, on voit ça, tout ça. Mais on a introduit le lantana ici, justement, pour faire des barrières, soi-disant, pour empêcher le bétail de passer d'un endroit à l'autre. On a fait ça aussi avec le faux mimosa, ce qu'on appelle le mimosa en Calédonie, mais qui est du faux mimosa. Et ça a tellement proliféré ça que c'est devenu vraiment des pestes végétales. À l'époque de Monrouzier, on n'était pas du tout dans ce système-là. C'est-à-dire que la notion d'invasion biologique ne pouvait pas exister. Tout simplement parce que la nature était quelque chose qui nous apportait toujours quelque chose de bien, l'alimentation, éventuellement de la lutte biologique, mais le caractère envahissant, on ne pouvait pas... c'est vraiment plus tard où on a vu que en ramenant par exemple de la vigne des États-Unis, on a fait venir une bête qui a entièrement détruit le vignoble français par exemple. Lorsque l'homme a découvert la Nouvelle-Calédonie, à peu près il y a 3200 ans, c'était un espace en particulier endémique. Or, qui dit endémisme dit grande vulnérabilité des espèces locales. On a vu qu'effectivement, au cours des 3000 dernières années, il y a eu un certain nombre d'introductions animales et végétales qui effectivement mettent en péril, je dirais, la biodiversité, la spécificité calédonienne, et donc il est nécessaire effectivement, chaque fois qu'il pourrait y avoir une introduction, d'abord de la contrôler et ensuite effectivement de toujours se poser la question de l'impact qu'elle peut avoir sur le biotope calédonien. Voilà, c'est ainsi que notre émission s'achève. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Sur les traces du passé. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.nctv.nc. Oleti, à bientôt.